Juste avant les questions, j'ai oublié de remercier tout à l'heure une personne qui fait partie du groupe de travail sur les troubles de la personnalité borderline, docteur Chiara Campanile, qui a été une super interne tout récemment chez nous. Et c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. C'est celle qui est venue me voir il y a quelques mois en disant « J'ai une idée, ce serait bien de faire une demi-journée. Justement, on est en train d'y réfléchir à la fédération. » Donc merci beaucoup Chiara. N'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs? Parce qu'on a fait des présentations sur des thérapies hyper compliquées, très vite. Et du coup, il y a peut-être moyen que vous ayez besoin d'éclaircir un peu des choses. Je pense à nos présentations de thérapie, mais... Il paraît que les troubles s'améliorent avec l'âge. Ouais. Alors, mais il y a un truc, c'est que il y a certains symptômes qui s'améliorent avec l'âge, notamment l'impulsivité. En vrai, c'est des patients qui voient moins dans les soins. Mais moi, enfin, je trouve, et les études m'ont prouvé que c'est des patients qui sont finalement pas plus insérés dans la vie que des personnes sans trouble. Donc, enfin, oui, ils sortent. Je crois que ils sortent des critères diagnostiques stricto sensu, mais il n'y a pas forcément un fonctionnement qui est. Enfin, il n'y a pas un fonctionnement de test qui est retrouvé comme la situation générale. Donc, je trouve que c'est toujours à prendre avec des pincettes. Ce qui est hyper compliqué, c'est par exemple les études sur lesquelles on base notre espoir, c'est les études faites par quelqu'un qui s'appelle Zanarini, qui est une thérapeute en fait qui a suivi sur des cohortes de 30 ans qui continuent encore, hein. C'est ce qui est fou. Et le gros problème de sa cohorte qu'elle a fait à l'époque, c'est qu'en fait ça mélange des patients qui sont peu symptomatiques avec des patients moyens, beaucoup de symptômes. Nous, en fait, les psychiatres, surtout formation hospitalière, on a des gros biais de sélection parce qu'en fait, on a vu des patients très sévères, avec des gros troubles. Et en fait, ça informe aussi notre capacité à les stigmatiser aussi, j'ai l'impression. Puisque justement, on voit que des patients très sévères. Et en fait, du coup, cette étude, elle venait aussi marquer politiquement de dire, en fait, c'est faux que c'est des patients qui vont pas mieux. Les études de cohorte montrent que. Et en fait, du coup, ça va dépendre un peu, et je suis d'accord avec ce que dit Émilie sur le fonctionnement psychosocial. Les études sur le fonctionnement sont intéressantes. Après, l'espoir qu'on peut avoir, c'est que ça change, en fait. Que tout ce qu'on fait sur la stigmatisation, l'accès aux thérapies à l'adolescence, voire à l'enfance, font que c'est des gens sur lesquels on va pouvoir anticiper et travailler ça pour leur réinsertion. Voilà. Et c'est aussi l'espoir. Hein. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je vais juste pour aller exactement dans le sens de Dr Slovas, il y a aussi le côté de pouvoir se dire les personnes vont rebâtir des liens sécures au cours de leur vie, vont se sécuriser autour de leur couple, de leurs enfants, de leurs amis, vont reconstruire une famille qu'ils n'ont peut-être pas eue de manière sécurisante dans leur petite enfance. Donc oui, il y a des gens qui se reconstruisent grâce aux gens qu'ils aiment, aux gens autour d'eux, et c'est thérapeutique en tant que tel, ça c'est des points importants. Mais deux autres remarques qui sont conjointes, c'est que j'ai trouvé, j'en discutais avec Dr Lurowski à l'instant, que nos communications sont très rassurantes parce que homogènes. On a tous parlé avec une grille de lecture qui est homogène, et je peux vous dire que c'était pas du tout le cas il y a quelques années, où justement la vision du psychanalyste n'avait rien à voir avec la vision du comportementaliste, etc. Là aujourd'hui, je trouve que ça montre aussi les avancées des publications, de la clinique, de la thérapeutique dans ce domaine, et ça c'est super important. Et c'est aussi pour ça qu'en tant que pédopsychiatre, je veux juste ajouter aussi que au plus tôt au mieux, comme très souvent dans le domaine des thérapies, au plus vite on prend en charge ces jeunes, dès l'enfance pourquoi pas, eh bien au mieux le pronostic sera. D'où l'importance effectivement aussi d'une prise en charge autant précoce que possible. Ok. Je suis ici. Il y a quelqu'un d'autre qui sont sur ça? Ils sont pas vers. J'ai travaillé pendant 16 ans dans un service avec René. Et depuis quelques années, on a souvent été confrontés aussi à un type. Et on se couvre souvent en déminique quand une patiente, je pensais à l'élevation comme maman, qui peut aller jusqu'à plusieurs médications, plusieurs fois par jour. Et on se dit des minutes, est-ce que comment
on accueille la mutilation, comment on accueille on fait des études actives, on essaie de méthoder de ce qui est massif, de bagons en bortol, parce qu'on ne sait pas comment faire. Et donc, quand on a un patient ou une patiente comme ça dans un service, et qu'on est une équipe de 20 infirmiers, comment on peut accueillir ces multiples mutilations au communitacos, finalement. Et que, parce qu'on, comme vous en parliez tout à l'heure, on s'épuise aussi parce que on se dit mince, j'y arrive pas, ça sert à rien ce que je fais. Et qu'est-ce qu'on peut faire globalement quand on arrive là? En 2 mots. Oui. Enfin, je lance. Ouais, ce qui me vient en premier lieu et ce qui va faire un lien, c'est des techniques de TCD en fait. Mais des techniques de TCD assez faciles à mettre en place, assez faciles à retenir. Donc c'est le TIPP ou TERR en français. Globalement, en fait, ça vient apporter d'autres choses que la respiration, qui, je parle d'expérience, peut devenir très anxiogène et venir bloquer complètement le processus. Là où ça devrait calmer, ça devrait relaxer, etc., ça peut venir comme sur la courbe, venir augmenter le truc. Et donc, ça va se baser sur quatre exercices possibles, dont un est la respiration, donc c'est bon, vous en avez plus que 3 à apprendre. Donc il y en a un, c'est la température. Globalement, être dans une position penchée en avant avec la tête dans l'eau et en bloquant sa respiration. Alors, il faut ressortir la tête et re-respirer à un moment. Mais dans de l'eau froide, ça va recréer un choc qui peut venir apaiser cette tension interne et offrir une autre alternative. De l'exercice physique intense. Et ça n'a pas besoin d'être un exercice physique intense très compliqué. C'est juste, vous sautez sur place pendant 20 minutes, vous allez être épuisé. Et ça va venir calmer la tension interne, donc la respiration et la relaxation musculaire associée à de la respiration encore. Mais ça vient apporter une modalité de plus que la respiration seule n'a pas. En fait, personnellement, moi, ce qui m'angoisse quand je fais de la cohérence cardiaque, c'est que je me rends compte que je suis en train d'oublier comment on respire. Ce qui n'est pas super bien pour se calmer. Et donc, venir associer de la contraction, décontraction musculaire, je peux très difficilement donc d'abord avec les poings, puis les bras, etc. Faire segment par segment, tout en faisant des inspirations et expirations associées au mouvement, ça peut venir distraire de « ah, je ne sais plus respirer en fait ». Donc ça, c'est des exercices qui existent dans la TCD et qu'on peut mettre en place assez facilement, donc ça s'appelle TIPP ou TERR. Je ne sais plus si... Donc c'est des choses qui peuvent venir étayer un petit peu les outils. Et sinon, je pense que l'approche de la TCD, il ne faut pas valoriser les passages à l'acte. Et donc, il va y avoir cette tendance à vouloir venir contenir et rassurer, réconforter. En fait, c'est normal. Mais ça peut entraîner une augmentation des gestes, qui est totalement involontaire pour la personne. C'est juste que ça marche. Donc il faut trouver une certaine distance en fait, être genre ok, s'il faut on fait les pansements, on te soigne et puis on s'en va. Je pense que c'est comme ça que je suis pas la meilleure pour leur point de vue. Ouais. Duquel on va décrire dans la mauvaise situation. Et pour moi, il y a 2 questions en ligne. Pourquoi il y a des clarifications? Parce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a des renforceurs positifs et négatifs, inter et social. C'est-à-dire, c'est pourquoi je me clarifie.
Est-ce que parce que j'ai des plaques, parce que si je me scarifie, les soins vont venir, parce que je souffre, parce que... Et en fait, il y a des dizaines et des dizaines de raisons pour lesquelles la personne se scarifie, donc je pense qu'il faut déjà savoir pourquoi. Parce qu'en fait, une dispose soi ne fera pas la même chose. Si ça en est avec des flashs, du trauma, il faut faire toutes les techniques d'ancrage. Dalabico, élastique, voire technique au foie. Nous, on a des poches à glace, on a des citrons en deux, on a des petits poissons gelés pour mettre sur la figure. Voilà, on a plein de trucs dans le service, tous les as ancrés. On a des couvertures laissées, des coussins, des fauteuils laissés. Voilà. Si c'est... moi, parfois, j'ai plusieurs brins d'eau, et parfois, ils ne sont pas dans une bonne dynamique. Avec, ils ne sont pas suicidaires, ils discutent et après ils sont suicidaires. Moi, il n'y aura pas pour un sauteur qui est victime à l'hospitalisation, ça sort. Par exemple. Donc la réponse, elle doit être vraiment fonction de pourquoi. Je pense que c'est la vraie question. Et toujours se poser la question, est-ce que là, on est délétère ou pas? Est-ce qu'en effet, on prête de l'attention? Est-ce que vraiment, on ne peut pas ça? Ça reprend la décédée de que vous connaissez des efforts qu'on sera là. En sachant quand même, on a un crash soignant, on met des risques, des surveillances qui sont parfois élevés, on est hyper disponible, il y a des anxiolytiques. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des passagers à l'intérieur de l'hôpital? Comment c'est possible? Donc il faut vraiment creuser ça, je pense. Bon, alors cela, mettre en place des techniques, voir peut-être que l'hospitalisation est évitée. Et ils sont là de sortir. Et là, il faut expliquer, se rencontrer les proches et dire en fait, là, pas déjà avec l'État. Quelle question il t'inquiète? Bah après, il n'y a pas de proche, ça ne change rien, on a que compris portant. Mais je crois qu'il faut l'expliquer aux proches. Peut-être que là, je parle nous on a des adolescents. Mais il faut aussi expliquer au parents, vous pensez sortir un adolescent qui va se cacher. Mais la question, justement, là, on est face à une personne qui est complètement isolée sur le plan familial. Moi, je dirais les TH, ça de la famille Perrault, ça de groupes d'investissement. En fait, là, ce que vous êtes en train de lui demander, c'est un espace de supervision. En fait, ce que je trouve hyper important, elles m'ont dit, les collègues, c'est qu'en fait, sur les situations complexes, il y a un moment où on doit aussi pleurer ensemble, entre guillemets. C'est-à-dire d'accéder aussi que nous, thérapeutes, on est mis en difficulté et qu'en fait, notre travail de soignant, avec des patients qui sont parfois vraiment complexes, qui nous mettent en grand questionnement, c'est aussi de se poser, de se dire, on réfléchit ensemble, quel est le cadre de soins qu'on propose actuellement? Est-ce qu'on est tous cohérents dans ce qu'on propose? Puisqu'en effet, on a parlé des clivages tout à l'heure, c'est des phénomènes humains en fait. Et la question, est-ce qu'on va tous dans le même bateau? Est-ce qu'au niveau du diagnostic, on est clair? Est-ce qu'on a une comorbidité, etc. Et en gros, de pourquoi pas demander une supervision. Que ce soit une supervision, je pense d'équipe, c'est mieux. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller demander à pouvoir souffler un peu à l'extérieur pour vérifier qu'en fait, que le cadre qu'on propose, il est suffisamment sécurisant à la fois pour la patiente, mais aussi pour vous. Parce qu'en fait, votre propre capacité de mentalisation, votre propre capacité à être présent pour cette patiente et les autres patients qui sont dans le service, etc., en fait, c'est très fragile, ça brise très vite la mentalisation. Et du coup, en effet, en termes de propositions, on a des gens qui sont dans des situations catastrophiques, ou quand ils ne sont pas à l'hôpital, ils sont dehors, ou dans des foyers ou en prison, et on sait qu'on n'a pas de réponse évidente. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, on n'a pas la culture de la supervision en France, je trouve que c'est vraiment dommage, c'est hyper important. Il faut exiger, moi je dis beaucoup à mes équipes, battez-vous avec vos hiérarchies pour qu'on paye une supervision, même si c'est pas tous les 4 matins, même si c'est pas des gens qui vont être spécialisés dans le trouble borderline, mais vraiment, si j'ai un truc à dire, c'est que même avec les connaissances les plus élevées, avec toute l'expérience qu'on peut, des profils comme Gunderson, il avait besoin d'une supervision aussi, Liliane aussi. Donc en vrai, c'est pour moi un des axes de réflexion, c'est de pouvoir souffler sur un espace. Parce que c'est sûr que là, nous, on ne la connaît pas, votre patiente, on va vous donner des réponses, ils ne seront pas les réponses. Mais je pense vraiment qu'il faut garder en tête que toutes les propositions qu'on vous fait là, c'est peut-être pas faisable. Mais vraiment, c'est des patients qui nous mettent en difficulté, qui nous mettent au travail. Et là, le fait d'avoir une supervision, ça peut vraiment aider, quoi. Donc, vous avez le droit de dire. Dr Tovac, elle a dit qu'il faut une supervision. Débloquer les sous. Je sais pas si tu es rajouté en fait. Non, moi je suis d'accord avec merci, je suis d'accord avec tout ce qui est dit et j'allais dire, mais t'en as parlé, il ne faut pas faire passer à côté de commanditaire. Notamment, alors le trauma, oui, et la dépression dans des trucs, c'est des actions, j'ai des trucs je crois que j'ai des études qui montrent que ça peut monter jusqu'à 80% de troubles psychiatriques comorbides
Donc faut pas passer à l'été et souvent un patient border qui déprime, il n'a pas l'état domestique classique, typique d'utilisation, l'hypermajoration des traits de personnalité, etc. Faut pas passer à l'été. Pensez par exemple bipolarité, on sait qu'il y a une histoire très complexe et qui alimente les débats depuis des années entre borderline et bipolarité par exemple. Pensez à ça. Le TDAH aussi. TDAH C'est aussi. une grosse morbidité qui n'est pas bien identifiée en tout cas aujourd'hui. Et nous on a eu 2-3 patients sous l'étamine, on n'avait plus de face à l'acte pas. Une autre question? J'ai une question. Plutôt une proposition vis-à-vis de la stigmatisation des personnes borderline auprès du personnel soignant, et je pense notamment aux jeunes personnels soignants qui sont en train de se former. Pourquoi ne pas organiser des rencontres, en fait, autre que dans le cabinet, dans le cadre de séances médicales ou autres cas d'hôpital? Mais il y a des associations qui existent de personnes borderline qui sont en rémission ou en tout cas qui sont bien au basket et qui sont en train de les rencontrer nous, de santé. Nous, notre tout petit niveau, on a formé, à l'époque, on formait les infirmières aux urgences, le salon de groupe. Nous, qui a fait comme toutes les infirmières qui étaient, ou infirmiers qui étaient très bons aux urgences, qui étaient arrière à la chambre d'Alva, on a tourné des strass comme une formation au cinéma, enfin, c'était hyper compliqué. Donc, on avait composé, nous, à notre petit niveau, des formations juste aux soignants, mais c'est pas suivi par manque, parce qu'il y a un turnover énorme, parce qu'il manque de temps, parce que. Donc, voilà. Tu veux nous dire l'assaut? Nous, on est pas représentants là, de l'association Borderland 4, avec fermé. Il y en a des cachés dans le port. Et on est une association de personnes concernées qui organise des groupes de parole qui couvrent les personnes diagnostiquées borderline ou en cautionnement. Et donc on fait 2 groupes de parole par mois. On fait des petits événements aussi tous les 2 mois. Et en fait, nous, on est prêts à venir rencontrer d'autres associations. On a notamment rencontré Connexion Familiale pour le lien avec les personnes aidantes. Mais on est prêts également à venir rencontrer des professionnels de santé. Et je pense notamment aux internes en psychiatrie qui pourraient être intéressés par, s'ils font des réunions régulières, ils se réunissent pour boire un verre, qu'on puisse être présent et puis montrer un peu qu'un borderline, c'est pas juste des cheveux bleus, voilà, des cheveux roses. Voilà, pour les plus pouvoir répondre à ces questions-là de stigmatisation. Oui. Bravo. Encore une question? Oui, moi je me demandais si vous saviez s'il y a un potentiel lien dans la fratrie au niveau du diagnostic du trouble de la personnalité borderline, dans une fratrie, que ce soit l'aîné, celui ou les derniers, si la fratrie peut également présenter d'autres symptômes ou une pathologie similaire, je ne sais pas. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'irritabilité, qu'on est sur 55% et on est souvent sur des traits de personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura pas forcément une fratrie entière de gens qui ont un trouble borderline, mais on aura une famille un peu impulsive qui régule pas bien les émotions. Et en fait, ça va très bien dans le modèle TCD d'un environnement en fait, qui devient invalidant lui-même parce qu'il régule pas bien ses émotions. Et donc en fait, c'est là où c'est compliqué le fou la poule et l'épigénétique. C'est qu'après, on ne sait pas si tout le monde explose tout le temps, puis avec aussi le côté culturel, dans un environnement où des fois c'est favorisé de montrer ses émotions fortement. En fait, quel impact ça peut avoir. En tout cas, c'est la réponse que j'aurais moi. Mais j'ai pas lu la littérature à ce sujet aujourd'hui. Et sur les modèles connexes dont on a parlé, en particulier style d'attachement, c'est aussi logique. C'est-à-dire que si on a des parents qui sont en souffrance psychique et qui sont défaillants dans la parentalité, ça a touché le petit frère, la grande sœur. Donc ça, c'est des modèles qu'on voit dans des familles fragiles. Donc on va retrouver, par exemple, toute une famille où les enfants ont été placés, ont eu la même insécurité affective, par exemple. Mais c'est pas purement des... Mais d'accord, c'est héréditaire, il n'est pas génétique. Donc, comme elle le disait aussi, c'est pas forcément héréditaire par les gènes, ça peut être héréditaire par le comportement, le tempérament, etc. C'est vraiment les 2 facteurs, la génétique et l'environnement qui font que ça, quand ça se rencontre, effectivement, en tout cas, c'est un des modèles qui avance aujourd'hui. Ça peut donner une dyscalculation humaine. Plus l'épigénétique dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Parce que la génétique, ça bouge tout au long de la vie. Ça change tout aujourd'hui. Je mesure, on ne transmet pas forcément des gènes borderline en étant pas en borderline. Pas plus qu'une personne non borderline. Ouais. Mais le schéma qu'on a montré entre vulnérabilité génétique et environnement, finalement, c'est de se dire,
voilà, il y a peut-être des vulnérabilités génétiques et d'ignac ou rien, et aux parents, bah, vous avez fait comme vous avez pu, et en fait, c'est la faute à personne. Et puis de se dire aussi, bah, s'il y a des frères et sœurs, peut-être qu'il y a un frère ou une sœur qui a également une difficulté à réguler l'émission ou pas, et en fait, c'est la faute à personne. C'est comme ça, il y a eu des interactions, je ne sais que les gènes l'épigénétique s'est mis en place avec un environnement qui a été comme il peut. Marshall Miller avait beaucoup quand même dans le fait, le but c'est pas de trouver forcément qui est responsable, qui est la cause, mais plutôt de travailler ensemble et de se dire, bon bah voilà, enfin, ils sont là et maintenant, comment on travaille ensemble. Est-ce que je peux dire un mot sur connexion familiale? J'en profite. Tu as parlé de Borderland. En fait, je sais pas si... parce que je parle fort. En fait, connexion familiale, j'ai fait une diapo où je vous ai dit il y a des infos, c'était Croche Borderline. Mais en fait, c'est une asso, là on vient de créer l'antenne de Lille cette année, qui dépend en fait d'une asso basée à Versailles, en fait, qui existe en visio aussi. Donc en fait, c'est hyper intéressant. Moi, je vous incite en tant que professionnel de santé, pas forcément à vous adresser du monde, parce qu'en fait on a un turnover faible, donc on ne pourra pas forcément prendre tout le monde, mais c'est plus vous former vous-même, parce que l'avantage de connexion familiale, c'est quelque chose où on peut se former gratuitement en tant qu'observateur, quand on est professionnel de santé, et en fait après on devient formateur. Et en vrai, sur l'antenne de Lille, on a une carte blanche par l'Asso national sur le fait de former nos propres formateurs. Donc quand je vois les internes, je leur dis toujours, bah franchement, moi j'ai fait ça interne, ça m'a appris trop de trucs, j'ai mieux compris les familles. C'est des groupes en mixité choisie, donc en non-mixité choisie, donc c'est que les proches. Donc ça peut être conjoint, frères et sœurs, parents, et on a eu enfants aussi de personnes borderline. Et donc c'est complémentaire avec ce que propose Borderland, où ils ont des groupes de parole. Et alors, connexion familiale, c'est basé sur la TCD, et c'est un protocole de formation. Donc c'est pas un groupe de parole non plus, c'est une formation, on a aussi des compétences, on a aussi des devoirs à faire, etc. Et du coup, faut des gens motivés, et ça fait un bien fou. Moi qui bossais à l'hosto avec beaucoup de parents très très maltraitants en tant que pédopsie, de voir des familles qui ont envie de s'engager dans les soins pour leurs enfants et des conjoints, etc., ça fait beaucoup de bien et ça apprend beaucoup en termes de posture. Enfin, moi, c'est mon retour après 5 ans de faire ça. Et c'est pour ça que je pousse aussi les gens à venir le faire. Et il y a des IPA là, qui l'ont fait il n'y a pas longtemps, qui sont formés dans la région chute. Mais en tout cas, ça peut être une bonne école et c'est gratuit. C'est pas beaucoup d'endroits où on a accès à des choses gratuitement et ça nécessite un petit peu de dispo, mais voilà, en tout cas je trouve que c'est une piste pour si vous avez envie de connaître. Voilà, en plus. De l'expérience d'un ami qui vient de Versailles, donc dont la famille a fait les groupes de Versailles, ça change complètement la dynamique familiale, ça peut recréer du lien là où il n'y en avait pas et donc remodeler un environnement qui va être propice au rétablissement, etc. D'accord. Vous avez plein de trucs à faire. Les devoirs. Merci beaucoup. On va clore l'échange et puis laisser le mot de la fin à Monsieur Bubrosti de nous rejoindre sur la scène. Merci à tous. Alors, je vais juste en profiter, j'ai le micro, je fais pas ça d'habitude, mais je vais me donner mon avis. Parce que je pense qu'il y a un élément vraiment extrêmement important qui me semble apparaître dans les discussions qu'on a pu avoir cet après-midi sur la question des troubles borderline. Finalement, ressort cette difficulté pour les soignants, et c'est ce que vous exprimez aussi, finalement, ce qu'on a tous expérimenté comme sentiment de frustration, de difficulté, de pénibilité dans les prises en charge. Pour autant, moi je suis assez convaincu dans les dynamiques de soins en général, ce qui permet de rendre les choses moins pénibles et finalement ce qui rend les choses aussi satisfaisantes du point de vue professionnel, c'est d'avoir des outils structurés, des réponses organisées qui ont des effets et qui ont des effets positifs. Et c'est vrai que la difficulté, c'est que jusqu'à maintenant, c'est un peu ce que Frédéric évoquait tout à l'heure, c'est qu'on était dans quelque chose d'un peu hétérogène avec des pistes un peu floues, etc. Là, on se rend bien compte qu'on a quand même quelque chose qui converge quand même à partir de différentes sources vers des outils structurés qui permettent d'apporter une réponse et qui sont validés avec des bons niveaux de preuve. Enfin, et on sait que l'organisation des soins avec les personnes qui souffrent de troubles borderline, ça permet quand même d'améliorer les choses, d'aller mieux et que ça se passe bien pour tout le monde. Et je pense indirectement pour les soignants, je pense qu'une grande partie de la salle est concernée, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus satisfaisant et qui effectivement permet de s'impliquer dans les prises en charge avec moins de difficultés. Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas là où on va avoir les formations, les détails et les éléments techniques de prise en charge, mais je pense que l'idée c'était aussi de pouvoir faire passer les grandes lignes
pouvoir chacun s'engager et puis pouvoir se saisir des différentes pistes en termes d'outils thérapeutiques structurés, en termes effectivement de pistes institutionnelles. J'entends l'option de pouvoir impliquer aussi les associations dans l'information et la formation des professionnels. Enfin, finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui se dessinent aujourd'hui et c'est assez... c'est quand même vachement bien en fait. Enfin, c'est cool parce que on sent qu'on a des choses et qu'on a des choses qui vont permettre de faire avancer tout ça. Donc voilà, bon, c'était juste mon avis entre deux, je me permets. Mais c'est pas ça que je devais dire ou que je voulais dire. L'idée, c'est effectivement plus de conclure et de remercier encore très chaleureusement tous les intervenants de cet après-midi pour la qualité des présentations et la richesse des échanges. Vous remercier tous d'avoir été présents. Et puis faire passer deux messages. Alors le premier, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué dans l'après-midi, mais je pense que c'est important d'insister là-dessus. Je vous ai fait la version un peu rapide de l'intervention que peut être celle de Martine Lefebvre en début d'après-midi. Pour autant, il y a un point qui est important sur la question de la fédération, c'est qu'effectivement la fédération, ça fonctionne parce que finalement c'est un collectif et c'est l'ensemble des professionnels de la région qui participent, qui la font vivre. On a évoqué cet après-midi plusieurs éléments pour pouvoir participer, le type de travaux qui sont faits. Le message c'est venez, n'hésitez pas, prenez contact. Vous avez un projet, une idée, envie de participer à une thématique ou un projet de recherche, prenez contact. On voit un peu ce qui peut se faire, etc. Mais en particulier sur cette question du trouble borderline qui a été discutée, il y a un vrai sujet, donc n'hésitez pas. Le message là pour ce soir, c'est participer aux travaux de la fédération, tous et toutes. Il n'y a pas effectivement de sous-terre d'expérience en matière de recherche, de critères académiques, de profession, etc. Donc ça c'est le premier élément. Et puis le deuxième petit élément rapide, c'est de vous convier aussi à la prochaine demi-journée qui sera organisée conjointement avec le PSM des Flandres sur la thématique du trouble déficitaire de l'attention. D'autres sujets d'actualité en termes de thérapeutique et d'organisation des soins aujourd'hui en psychiatrie, le 8 janvier 2025. Et une journée dont la date reste à fixer, qui sera probablement dans le courant du mois de mars, avec la remise en route des journées psychiatrie et justice, qui traitera de la question de la contrainte de soins en ambulatoire. Voilà, c'était les éléments principaux. Encore une fois, merci à tous. Merci à l'IME de nous avoir accueillis dans ces locaux, à la clinique Lautréamont d'avoir soutenu l'organisation et à chacun d'avoir participé des propos. Bonne soirée. J'ai oublié les feuilles de présence, si vous en avez besoin, qui sont normalement à l'entrée.